Très longtemps que je dois analyser cette compagnie, donc ça me fait même mal de le faire en date d'aujourd'hui parce qu'elle a pris du 13% en date d'aujourd'hui. Mais c'est pas plus grave que ça parce que dans tous les cas de figure, si elle était intéressante hier, elle sera peut-être intéressante aujourd'hui et peut-être probablement demain. Donc on va essayer de voir ici si c'est une entreprise qui nous intéresse. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Stabilité ou croissance des revenus. Ici, c'est totalement normal de voir ce genre de variation. C'est une compagnie cyclique. OK. Donc, c'est une compagnie cyclique. On aime bien LXX ici dans le secteur de l'automobile slash poids lourd, d'accord? Donc, elle fournit essentiellement ici des équipements, enfin, on va le dire comme ça, mais des équipements ici pour les poids lourds. Donc, on parle d'équipements ici, c'est pour des outils pour la transmission, des choses comme ça. Pour les spécialistes automobiles ici, je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble. Vous allez sur le site web. Ensuite, le revenu actuel ça me stresse pas plus que ça. C'est totalement normal d'avoir ces zigzags-ci. Donc, ce qui veut dire que quand on regarde cette compagnie en date d'aujourd'hui, d'accord, on aimerait savoir pourquoi est-ce qu'on a une croissance sur les dernières, depuis à peu près le creux de 2021. OK, la pandémie est sans doute passée par là. Donc, si on regarde, si on élimine la pandémie, peut-être qu'ici, on a quelque chose qui va toujours dans le même sens ici. Hors pandémie, ici, on aurait à peu près eu le même niveau de bénéfice, le même niveau de chiffre d'affaires. Ensuite, la marge brute. Sur les compagnies cycliques, il faut toujours vérifier si la marge brute reste au moins stable, dépendamment des variations du chiffre d'affaires. Ici, on a une marge brute, on va se dire ici qu'on a eu un plus haut en 2019. Et entre-temps ici, parce qu'il y a également la matière première qu'on utilise ici, donc essentiellement, si le prix de l'acier augmente, ce genre de choses-là, ça peut avoir un impact sur ce business-ci. Donc, est-ce que je dirais que la marge brute actuelle est mauvaise? Non, pas spécialement. On a 47, le plus haut qu'on ait eu ici, on a 6% on a 6% entre le 53 et le 47, ici on a 6% de différence. Donc on sait déjà qu'en allant lire les rapports financiers, on va essayer de vérifier pourquoi est-ce que ces rapports financiers-là pourquoi est-ce que les marges sont moins élevées que la période précédente. OK. Ensuite, les marges brutes. Ensuite, on va regarder les marges EBITDA, est-ce qu'elles vont dans le même sens? Les marges EBITDA vont également dans le même sens. Vous pouvez également constater que on perd à peu près, au plus haut, on avait 41%, et là on se retrouve à peu près à avoir 35%, donc on a à peu près 6% en moins. Ce qui veut dire que quand on perd 1% ici de marge brute, il y a de grandes chances que ça se répercute directement sur les marges EBITDA. Ce qui veut également dire que c'est une entreprise qui arrive à ajuster les coûts les coûts d'exploitation. D'accord? Donc, elle peut réduire le personnel, ce genre de choses-là. Parce que si on a une baisse ici au niveau comment on appelle ça? Au niveau des marges brutes, et qu'on a à peu près le même niveau de baisse ici au niveau de l'EBITDA, c'est-à-dire qu'au niveau des coûts des coûts d'exploitation, on n'a pas eu une stabilité des coûts d'exploitation. Ces coûts d'exploitation ont sans doute diminué, donc ça dit que l'entreprise a réussi à s'ajuster ici, histoire d'à peu près pouvoir maintenir des marges assez correctes. OK? Donc, on continue. C'est correct pour une entreprise cyclique. OK, l'essentiel maintenant, c'est de voir, comme je l'ai dit, comme avec la marge brute, toujours vérifier pourquoi est-ce qu'on a eu un plus haut ici et qu'est-ce qui se passe à ces niveaux. OK, donc on sait déjà que c'est le type d'entreprise qu'on ne va pas payer à plus de 15 fois les bénéfices. OK, en parlant des bénéfices, on compare les bénéfices avec les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On constate ici que les free cash flow sont plus stables que les bénéfices nets. Donc on pourra prendre les free cash flow ici comme véritable rentabilité du business, mais attention, il faut normaliser les résultats. Ce qui veut dire que les résultats actuels de cette compagnie sont, je ne dirais pas que c'est exceptionnel, mais on est peut-être ici un marché, je ne dirais pas un marché haussier, mais on a peut-être ici une période positive. Or, ça ne dure pas toute la vie, d'accord? Donc, ce n'est pas un business ici, ce n'est pas facile d'avoir, je ne dirais pas que les bénéfices ne sont pas prévisibles, mais il y a une certaine moyenne qui est prévisible. D'accord? On peut avoir des écarts entre-temps, aller au-delà de 500 millions ou bien au-delà de 800 millions de temps en temps, mais ça ne dure pas certainement toute la vie. Encore une fois, je mentionne ici que si on prend la moyenne sur les 10 dernières années, on est à 517 millions. Attention, entre-temps, on est monté jusqu'à près de 790 millions ici en 2019. Et il me semble même qu'elle a publié ses résultats financiers. Ici, c'est le cas. Ah bah, allons-y voir ça présentement. Description, je prends Allison Transmission. Oh, je l'avais déjà ouvert ici. Investisseurs, où est la page aux investisseurs ici, compagnie. Newsroom, non, Investor. On va vérifier ça rapidement. Elle a sans doute eu de bons résultats financiers. C'est pour ça que le marché a peut-être apprécié cela ici. Donc, on prend ça. On va vérifier au niveau des rapports financiers qu'est-ce qu'on obtient ici aujourd'hui. Revenu de 3 milliards, record, d'accord, 7 dollars, etc., machin. Est-ce qu'on a des prévisions ici pour l'année 2024?
For quarter, est-ce qu'on a des... OK, Outlook ici, on peut poser autour de 3 milliards, 600 millions par là en termes de bénéfices nets. Donc, cash flow opérationnel ici aux alentours de 700, 760 millions. Donc, on s'attend à avoir une année positive pour l'année prochaine. Dans tous les cas de figure, comme je l'ai mentionné ici, ça dépend ici de ce segment d'activité. North America on Highway, donc normalement, si je pense qu'on parle de je pense les highways, c'est au niveau des camions, ce genre de choses-là. Donc, il faut aller regarder ça ici. Donc, si le secteur du camionnage se comporte bien aux États-Unis, ils auront tendance à dépenser en capital. OK? Faites attention ici. Donc, regardez également quel est son plus gros client. Parce que comme je mentionne ici, c'est un vendeur d'équipements automobiles. Donc, elle est souvent en relation avec des entités comme, disons, comme Packard, comme Volvo ou je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, faites attention ici. Donc, le bon comportement de ces entités-là également est bénéfique pour cette compagnie. Je ne dis pas que ce sont ses clients. Hein. Je vous demande d'aller vérifier cette information-là. De toute façon, tout ce que vous devez garder en tête, il faut vous dire une chose. Les résultats actuels ne sont peut-être pas durables. Et donc, il faut normaliser les résultats. Si ça dure pendant si on continue à avoir des résultats positifs sur les mois à venir, tant mieux. OK? Mais il ne faut pas surpayer pour il ne faut pas avoir tendance ici à payer les bénéfices nets actuels à 15 fois les bénéfices. Non, il faut les normaliser. D'accord? Donc, ici, on prendra les bénéfices nets. On était à peu près les free cash flow plutôt. On avait à peu près 500 millions sur les 10 dernières années, n'est-ce pas? On va le mettre ici. 10 dernières années, 500 millions. 5 dernières années, on est plutôt à 492 millions. Donc, je vais mettre 517 millions ici. Si on a plus que ça, tant mieux. Donc, 517 millions, 520 millions, 500 millions, c'est comme vous voulez, ça ne va pas changer grand-chose. OK? Ensuite, au niveau de la dette nette. La dette nette ici, dette nette sur EBITDA, normalement, est-ce qu'on a quelque chose en dessous de 3? Oui, parce que c'est une compagnie très cyclique, donc il faut qu'on soit en dessous de 3 ici. D'accord? Donc, on a 1,8, mais n'oubliez pas que c'est parce que l'EBITDA également en termes de volume est élevé. Donc, on regarde toujours la dette nette ici du point de vue volume. Est-ce qu'elle augmente ou diminue? Elle diminue, on a 1,950 milliard. En termes de, comme je l'ai dit, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. OK? À 15 fois les bénéfices, si on aura à peu près une valorisation aux alentours de 7,750 milliards, moins la dette nette aux alentours de 1,950 milliard. On arrive ici à 5,805 milliards divisé par le nombre d'actions. On a à peu près un nombre d'actions aussi qui augmente ou qui diminue. On a à peu près un nombre d'actions qui diminue. On aime ça également. Ça nous donne à peu près combien? Donnez-moi juste un instant. Voilà, 91. Voilà. Donc, ça donne à peu près 63, 64 $ l'action. Donc, c'est-à-dire que avant la variation en date d'aujourd'hui, on avait un prix qui était assez correct si on prenait en considération ici une normalisation des résultats. Maintenant, toute croissance supplémentaire sera bénéfique pour cette compagnie. OK? Si au lieu d'avoir 500 millions en moyenne, on a plutôt un nouveau paradigme à 700, 600 millions, tant mieux. Et selon l'estimation des analystes, ici, on s'attend à peu près à avoir des éléments positifs dans le futur. Mais faites attention ici, ce business est un peu compliqué. Il est compliqué de faire des prévisions dessus. OK? Donc, il faut toujours normaliser les résultats. C'est comme avec des compagnies comme Michelin, qui est dans le secteur automobile également, même si Michelin n'est pas aussi cyclique que ça, parce que Michelin, c'est également des produits qu'on achète pour la maintenance. OK? Donc, dites-vous ici qu'il faut faire attention à ce genre d'entité. Donc, quand je vois 8 fois les bénéfices ou bien 10 fois les bénéfices, je ne dirais pas forcément que c'est sous-évalué. OK? Faites attention. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse pour les entreprises qui, moi, me semblent intéressantes. Je ne dis pas que l'entreprise n'est pas intéressante au prix actuel. Hein. Elle est intéressante au prix actuel. Mais quand vous l'achetez en date d'aujourd'hui, dites-vous que vous avez payé un juste prix. Maintenant, tout ce qui y aura au-dessus, tant mieux. Donc, on ne surpaye pas déjà en date d'aujourd'hui. OK? Donc, idéal, avec l'estimation des analystes ici, je ne prends pas plus de 10 fois les B. Je ne vais pas prendre ça pour valeur pour une information qui va forcément se réaliser ici parce que c'est très imprévisible ce business-ci. Enfin, c'est pas, quand je dis c'est très imprévisible, c'est-à-dire que il faut plutôt se fier généralement à la moyenne de ce qu'on a eu tendance à rapporter dans le temps. OK? Et c'est ce qu'on a fait ici, on a constaté qu'on a clairement ici quelque chose qui est très bien valorisé. Donc, en l'achetant au prix actuel, c'est une entreprise qui est intéressante du point de vue dividende. Si elle me reverse la totalité des dividendes ici en bénéfices net, la totalité des bénéfices moyens ici en dividendes, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, on a à peu près combien ici en date d'aujourd'hui pour la capitalisation boursière à l'heure où je tourne cette vidéo aussi. On prend 517 millions divisé par 6, 2, 4, 0.
on arrive à peu près à avoir du 8%. Ce qui est intéressant pour une entreprise cyclique. Mais quand on dit ce qui est intéressant pour une entreprise cyclique, ça veut dire que je le paye au juste prix, d'accord? Et rachat d'actions sera bénéfique pour nous. Augmentation de dividendes sera également bénéfique pour nous. Dans tous les cas de figure, quand vous allez regarder le shareholder yield ici, d'accord, votre shareholder yield ici est élevé, il est plus élevé, il est légèrement moins à 10% par là sur les dernières années. C'est une entreprise qui rachète massivement ses actions, distribue un petit dividende en date d'aujourd'hui, mais si elle avait privilégié uniquement le versement d'un dividende, vous auriez eu un rendement moyen de 10%. Donc faites attention, ne la regardez pas comme ça, elle est très intéressante comme business. C'est très intéressant comme business. OK? Mais comme on sait que c'est cyclique, on n'aura pas tendance à mettre une grosse partie du portefeuille dessus. D'accord? Normalement, pour les compagnies cycliques, vous savez qu'il faut souvent les garder en dessous de 5%, de préférence aux alentours de 2-3% par là. En tout cas, ça, c'est pour moi. Ça, c'est ma préférence personnelle. OK? Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'était une demande spéciale d'un abonné Top Premium et les liens sont dans la description de la vidéo. On se donne rendez-vous sur la prochaine. Merci.